Et bonsoir tout le monde. Salut Palis, salut Blau, salut Anishka, salut tout le monde. Heureux de vous revoir. Et oui, comme vous le constatez, je vous devance et je vous dis tout de suite, oui, je me suis rasé la moustache. Voilà, voilà. C'est le rhume de l'autre fois, vous voyez, il est devenu très violent et c'était irritant et donc j'ai dû tout raser. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, les moustaches repoussent. En attendant, je ne pourrai plus faire de commentaires intempestifs sur euh, la mode du 19e siècle. Bon, la mode masculine, j'entends bien entendu. Sur ce, à votre jus de pomme. Et ouais, la moustache, mais oui, c'est fou. Ça va devenir un nouveau délire de la chaîne et on va mettre une moustache à toutes les pommes qu'on a. Alors fais gaffe si tu bois de la bière. Oh la petite bouille de gamin, ouais, c'est bon, ça suffit là dans le chat, calmez-vous tout de suite. Bonsoir le bit curieux, et salut. Parce que la moustache. Mais qui êtes-vous? Mais qu'avez-vous fait, Gilon? Oui, bon, bref, alors attendez, parce que là, on déblatère comme ça, mais je vous rappelle que nous avons une invitée ce soir et qui attend quand même patiemment son tour. Donc, on va quand même annoncer un peu le truc. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas et qui nous rejoignent ici sur cette chaîne, euh, la chaîne des Gilons Walter vise à mettre en avant l'histoire, la culture, le savoir de manière générale. D'ailleurs, c'est la devise de cette chaîne, c'est le savoir, ça se partage. Et donc, on travaille avant tout sur comment partager le savoir à travers la création d'univers. Et donc, on invite des gens qui, justement, se servent de l'histoire, se servent de la culture pour créer des univers, mais aussi les gens qui produisent, entre guillemets, eux-mêmes l'histoire, qui la partagent, pour justement inspirer peut-être des gens qui viendraient sur cette chaîne chercher un peu d'inspiration pour leurs écrits, ou pour la création tout simplement de leur univers. Mettre en valeur l'histoire, le savoir et les pommes, absolument, Anishka, c'est exactement ça. Or donc, voilà, c'était un peu le- l'introduction. Mais avant de passer à la réception de notre invité, j'ai quelque chose d'important à vous montrer. Quelque chose de très important. Le savoir, c'est comme l'amour. Plus on en donne, plus on en a. Contrairement aux cookies. Oui, c'est vrai. Alors oui, j'ai fait une scène en grand pour vous montrer. Regardez. Hein? J'ai un mini Lego Star Wars. Voilà. Et alors, devinez où je l'ai chopé? Dans le calendrier de l'avant Lego Star Wars. Eh oui! Donc il va venir embellir cette magnifique bibliothèque que nous avons en fond, et je lui ai déjà trouvé sa place, ce sera ici. Voilà, vous le verrez euh, de manière toute petite. Voilà, ça sent le calendrier de l'avant, exactement. Et en fait, il se trouve que, donc, effectivement, c'est bientôt Noël. Comme c'est bientôt Noël, on est au mois de décembre, c'est les calendriers, et donc c'est l'heure de décorer. Donc logiquement, normalement, si vous êtes traditionnel, vous avez déjà décoré. Il se trouve que moi j'ai déjà décoré, mais j'ai pas décoré cet appartement, et je vous propose lundi qui vient de déballer une nouvelle décoration que j'ai reçue de ma tante qui vient de l'Erzgebirge, donc une décoration traditionnelle là-bas que j'ai reçue, mais qui n'est pas encore ouverte, et donc je vous propose la semaine prochaine, lundi, qu'on se retrouve ici pour la déballer ensemble et puis la mettre derrière. Voilà, c'était la petite aparté machin. Alors, on retourne ici. Donc, ce soir, nous accueillons Noémie, qui est donc guide dans la région de Amboise, pour nous parler justement de son métier, justement le guidage, et cette nouvelle manière qu'elle veut d'aborder le guidage, notamment en y mêlant l'histoire vivante, c'est-à-dire la reconstitution historique. Ça devient une chaîne d'unboxing, c'est ça. À défaut d'un calendrier matériel, on a un calendrier musical sur le Discord, effectivement, hein, pour celles et ceux qui ne le savent pas, qui arrivent ou qui verront en rediff. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, à follow ici également pour soutenir la chaîne, puisqu'on est à 97 et que à 100, nous avons une série de lives spéciaux, mais je vous en dirai plus tard. Oh, j'ai vu que nous sommes à 98. Merci pour la personne qui a follow. Voilà, probablement pendant qu'on préparait le live, c'est super gentil. Or donc, je vous invite euh, à accueillir chaleureusement avec plein de pommes dans le chat Noémie, que voici. Regardez, elle vous fait coucou. Faites coucou les petits gars, faites coucou. Elle avait pas allumé son micro aussi. Eh oui, elle n'avait pas oublié son micro. Regardez, tu as déjà les premières pommes de Blau. Pomme. Je suis plus au citron ce soir, avec un mal de gorge. Ce sera bien le citron, mal de La gorge. scie dessus. Donc on va dire que ça fonctionne.
Alors tu n'as pas entendu parce que t'as pas le retour, mais il y a des gens qui t'ont applaudi dans le chat, tu vois, dans Si, le. j'ai entendu. Ah, tu as entendu? Bah, c'est parfait, voilà, bah, voilà, c'est parce qu'il y a la possibilité de mettre des applaudissements et divers sons pour ceux qui arrivent. Vous avez un petit onglet sur la droite de l'écran, vous pouvez mettre plein de sons. Enfin donc, du coup, bienvenue et merci d'être venu. Merci pour l'invitation et bonsoir à tout le monde. Merci pour les Euh, pommes et les applaudissements. oui, c'est vrai, hein, les applaudissements. Mais j'y ai droit, mais rarement quand même, hein, voilà. Franchement, le chat. Non, j'y ai eu le droit la dernière fois pour avoir joué du kazoo sur un jeu en même temps que je me battais contre des machines. C'était un peu dur parce que tu sais, t'as les deux mains occupées avec le kazoo dans la bouche en train de chanter un truc de Noël. Euh, C'était Méritez vive vos le dent, applaudissements. vive le vent. Ouais. C'est particulier. Enfin bref, du coup, question de base, hein, première partie. On va commencer par se présenter, ensuite on va parler de reconstitution, et ensuite on va parler du guidage, et puis il y aura les questions, entremêlées d'une petite surprise que nous vous avons préparée, c'est-à-dire Compiègne, puisque certains d'entre vous y étaient, et justement on n'en a pas parlé sur la chaîne, mais justement c'est le moment où on va parler, puisque notre chère Noémie y était notamment également. Voilà, alors mais par contre, on fait les choses dans l'ordre. Du coup, si tu pouvais commencer par te présenter un peu ton parcours, etc., comment t'en es arrivé là, de base à créer ce projet, visiter l'histoire, etc. Alors, moi je suis guide donc depuis 2016. On en avait rapidement parlé tout à l'heure. À partir de là, j'ai beaucoup travaillé dans différents sites, donc sur la partie haute saison, donc de mars-avril jusqu'à octobre-novembre. Et après, j'ai pu commencer à travailler avec un office de tourisme où du coup, je travaillais vraiment toute l'année. Je faisais des visites absolument tout le temps, en plus de l'accueil. Et il y a un truc pas cool qui est arrivé en 2020. Ça commence par co et ça finit par vide. Et en fait, quand on a des contrats qui sont donc ce qu'on appelle des CDD d'usage, donc des CDDU, qui sont des petits contrats qu'on retrouve dans l'hôtellerie, dans la restauration et du coup dans le guidage, ça se fait beaucoup dans la culture et le tourisme, ce sont des petits contrats de 2 heures, de 3 heures, de 5 heures, d'une journée. Donc sur lesquels on pose des options. En disant bah oui tiens, telle date, ouais, moi je prends le truc, je suis dispo, et on signe le contrat soit le jour même, soit sur un équivalent de bon d'échange. Donc moi j'avais posé absolument toutes mes options l'année 2020 qui s'annonçait après l'année 2019 assez exceptionnelle, qui du coup ne l'a pas du tout été. En fait, absolument toutes mes options ont été supprimées. En plus de ça, on m'a demandé de détruire des contrats de travail qui étaient signés jusqu'à fin mars, début avril, quelque chose comme ça. On a été confiné mi-mars. Et en fait, on était toute une équipe de guides à pas du tout être accompagnés parce que normalement on aurait dû avoir droit par exemple au chômage partiel, ce qui n'a pas du tout été le cas. On nous a complètement ignorés. Après ça, on nous a en quelque sorte obligés à passer en auto-entreprise parce que l'office de tourisme voulait réduire sa masse salariale. Et quand on est en CDDU, on compte en CDD, donc on fait partie de la masse salariale. Mais auto-entrepreneur, oui, mais au tarif de l'office de tourisme qui du coup avait déjà édité sa plaquette. Que l'auto-entreprise, pardon, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas aux prestataires chez qui on fournit un service poser ses tarifs. On passe par un contrat de service, donc c'est les deux qui... c'est soit le prestataire vendeur, donc moi, qui décide de ses tarifs, et le prestataire qui achète, qui est d'accord d'acheter ce service, et auquel cas tout le monde est d'accord sur le prix, alors on négocie. C'est pas celui qui achète qui impose son prix. C'est pas comme ça quand on va dans un magasin et qu'on achète quelque chose. Du coup, après ça, j'ai fait un CAP menuiserie. Hmm. Que pourquoi pas. Ce qui explique le Et bouclier, je suppose un peu. ouais, un petit peu, mais j'ai fabriqué j'ai fabriqué pas mal de trucs. Donc j'ai passé mon CAP en juin parce que je pensais faire une reconversion, mais finalement ça m'a trop crevé. Physiquement, c'était assez dur. Et du coup, j'ai pris 1 ou 2 mois pour réfléchir, là en septembre jusqu'à mi-octobre. Et je me suis dit, pourquoi pas revenir dans le tourisme et l'histoire vivante, mais avec mes conditions, avec mon activité, avec
ce que j'ai envie de faire, essayer de justement rendre la culture plus accessible, et plus me restreindre aux contraintes d'une structure ou d'un site. Et pouvoir proposer aussi des choses sur mesure. Voilà où Ok, j'en suis. ok. C'est génial. Alors bien sûr, je rappelle le concept des lives invités, hein. Si jamais vous avez des questions, bah, vous les posez dans le chat tout de suite. Et nous, on les prend bah, tout de suite si elles rentrent direct dans le thème. Et sinon, de toute façon, elles seront posées puisqu'elles sont gardées pour la fin. Je les note. Voilà. Du coup, moi, j'ai une première question, évidemment. Euh, concernant alors, on a déjà Blau qui dit félicitations pour le parcours du combattant et c'est chouette que tu aies pu revenir à ce que tu aimes faire. C'est gentil. Oui, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Je pensais pas. Enfin, on avait tous compris que effectivement pour tout ce qui est guide, bah, c'était très compliqué la période Covid, mais pour beaucoup, on n'a pas les détails du CDU notamment. Et c'est vrai que ça pique, hein. Effectivement, on comprend un peu En mieux. fait, ouais, le CDDU, c'est un contrat intermittent, mais au régime général. C'est-à-dire qu'on a les droits, les devoirs du régime général, mais avec un rythme intermittent. Donc pas la protection du régime intermittent, parce qu'on est au régime général. Ah oui, ouais, c'est pas bon ça, j'allais dire ça pue, effectivement, c'est pas fifou. Ouais, bah, en fait, c'est un énorme trou dans la loi actuellement. Dans la législation, c'est une zone grise. D'accord. Et l'urgence n'a pas du tout fait bouger les politiques à ce sujet. Et à nouveau, on a vu des unes de journaux comme quoi l'hôtellerie et la restauration étaient en déficit de personnel. Mais on Ouais. se pose pas la question de pourquoi. Hmm. Ouais, évidemment. Alors j'allais dire un truc politique, mais on va éviter ce soir. Alors du coup, on a une question du Oui. Bitcurieux qui dit Bon. tu étais guide spécialisé dans un sujet ou une période en particulier? Bah, dans la région, on est obligé de parler de la Renaissance. Ah bah oui, évidemment. Alors la région de Amboise. Bah, la région, ouais, le Val-de-Loire en général, et spécifiquement Amboise, Blois, Chambord, Chenonceau, ça pue la Renaissance parce Ah oui, que, ça pue la Renaissance, c'est le bon terme, pardon, ouais. excuse-moi. Non, mais c'est vrai, on va faire de la politique. Allez. Euh, Non, mais il existe des sources depuis l'époque médiévale, des occupations qui sont même bien antérieures. Et la Renaissance est arrivée dans la région avec bah, le climat qui a favorisé la venue de gens très importants. Et notamment, Blois est devenue capitale du royaume en 1492. Boise était ville royale dès l'époque de Louis XI, donc un bon siècle avant. Et en fait, tous ces bâtiments ont du coup été reconstruits dans un style Renaissance. Donc la ville actuelle d'Amboise, vraiment l'époque où elle a beaucoup fructifié, où elle a attiré beaucoup d'habitants, beaucoup de commerçants, c'est à partir de l'époque enfin vraiment la toute fin du Moyen Âge, et, vraiment la Renaissance. D'accord. Donc tu étais un peu spécialisé dans ce sujet. Enfin, tu obligé de te spécialiser dans le sujet de la Renaissance. On est un peu obligé, mais je suis une médiéviste convaincue et je suis persuadée qu'on peut parler de Moyen Âge sur n'importe quelle période. Parce que j'ai un copain qui est antiquisant. Oula. Peur du principe que tout le monde est antiquisant. Ouais, ouais, je Les connais. antiquisants, oui, parce qu'ils parlent de l'Antiquité. Médiévistes, ce ne sont rien de plus que des antiquisants tardifs. Ouais, ouais, je connais ça. Et à l'époque moderne, avec la Renaissance, on ne fait que redécouvrir l'Antiquité. Ouais, Finalement, ouais, pour j'ai lui, on entendu est cette tous des théorie, hein. antiquisants. Ça, en plus, je vais bientôt potentiellement faire partie d'une association de reconstitut et de Grecs. Et ils ont déjà balancé ce mème euh, il y a la pré-antiquité, l'antiquité, la post-antiquité, la redécouverte Ils de ont raison. l'antiquité. Puis après, bon, évidemment, là, on est tous d'accord, le journalisme. Enola Lee. Bonjour, coucou Enola, bienvenue sur le chat. Chouette de t'avoir ce soir. Du coup, bah, ce soir, je sais pas si tu nous viens justement de visiter l'histoire, mais donc ce soir, nous accueillons Noémie, une guide qui revisite le métier de guidage avec
sa passion pour l'histoire vivante et la reconstitution, et qui essaie un peu de renouveler le métier, notamment suite au problème du Covid. Et donc il nous présente un peu tout ça sur la manière de partager l'histoire, etc. Une chose qu'on fait souvent un peu sur la chaîne, hein. Voilà. Alors, du coup, maintenant qu'on a parlé un peu de tout ça, on sait que tu as été forcé de travailler sur la Renaissance, mais que tu es une médiéviste. Ça veut dire que tu es quelqu'un de bien. Oui, Noémie, c'est suite à son Insta que je suis parmi vous ce soir. Ah, génial, c'est super sympa. Voilà. C'est cool. Très bon souvenir d'une après-midi à jouer de la lyre et goûter leurs plats, les Grecs Yaou. Oui, oui, absolument, les Grecs. Mais on en reparlera. Bon, on est tous des médiévistes, mais les Grecs, ils sont sympas. Mais bref, on n'en parle pas ce soir. Ce soir, suite à ta présentation, j'aimerais bien que tu nous présentes un peu ton projet Visiter l'Histoire qu'on voit là, juste au-dessus de moi. On a le logo, etc. Mais un peu comment tu as construit le projet, qu'est-ce que le projet en lui-même, etc. Alors le projet, c'est que je fais partie du coup d'une troupe. On n'est pas dans de la reconstitution pure, dans le sens où on n'est pas sur une période précise, parce que je pense que c'est toi ce que ta troupe fait. C'est ce qu'en général beaucoup de troupes font. Ils sont sur une période maximum de 30 à 50 ans. Et du coup, tout le monde illustre la même période avec la vie civile, éventuellement la vie militaire, et la vie aussi artisanale et marchande. Nous, la troupe à la base, elle a été créée il y a une dizaine d'années, et c'était uniquement des combattants qui avaient du coup libre choix de leur période du Moyen-Âge. Donc, comme ça va de l'an 500 à l'an 1500, c'est quand même pas mal le choix. Et en fait, c'est avec ça que la troupe, elle se différencie. Donc, c'est notamment pour ça qu'on participe pas aux heures historiques à Sully, par exemple, parce qu'on n'est pas assez précis dans notre historicité. Mais ça nous permet donc de choisir une période. Chacun se fait conseiller par les autres dans ses recherches. Et on illustre chacun des périodes, mais on fait aussi, donc on est toujours sur le combat principalement. On commence à faire aussi un peu d'autres choses, parce que moi j'essaye de pousser aussi à présenter d'autres choses sur le camp, parce que sinon on s'ennuie. Et en fait, de pousser mes recherches, j'ai envie de faire ça aussi. J'ai envie d'en faire de continuer et d'inclure ça dans mon travail. Parce que le fait d'avoir fait des campements, j'ai rejoint la troupe en 2020, justement. En fait, c'est le fait de participer à des événements, de faire des sorties en milieu scolaire, de parler d'histoire aux gens. Je me suis dit, ça me manque. C'est ça que je veux faire, je veux pouvoir illustrer les choses, parce que c'est que comme ça qu'on arrive à comprendre aussi et à rendre les choses plus accessibles. On casse la frontière qui peut exister entre soi et un objet historique qui est derrière une vitrine, qui est imprimé dans un bouquin, ou qu'on montre projeté sur un tableau dans une salle de classe. Ou alors que dans une conférence où on ne fait que parler de choses qu'on peut pas toucher, qu'on peut pas goûter, qu'on peut pas, qu'on peut difficilement ressentir. Alors qu'avec l'histoire vivante, déjà on s'éclate. En général, on mange bien. Sauf si on fait de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, et les Napoléoniens, ils mangent aussi pas bien. Ils mangent des rations, ouais. En général, ils sont contents quand on a du rab. Ouais. Mais vraiment, moi, c'est ça que je me suis aperçue, c'est j'ai envie de développer ce truc-là et de pouvoir proposer vraiment des choses, alors spécifiques ou non sur ma période, parce que je suis sur une période qui est assez particulière, qui définit pas mal de choses qui est une période charnière dans le Moyen-Âge. Moi, je représente la fin du XIIe siècle. Donc, pour situer, en gros, c'est le début de la féodalité et les débuts aussi de l'institutionnalisation de la chevalerie, grosso modo. Puis Aliénor d'Aquitaine. Mais donc c'est une période qui est assez précise. Et je me dis que bon, je peux quand même aussi aller un petit peu plus loin et du coup aussi aborder d'autres sujets. Donc à la fois éventuellement dans les visites, mais aussi en développant un volet autour des conférences animées et des ateliers. Donc notamment dans des structures culturelles, dans des structures de collectivités aussi territoriales, les archives, les médiathèques, et les cours ou des choses organisées par le CCAS, par exemple, pour essayer d'inclure aussi les gens et de
Moi, j'ai beaucoup à cœur aussi l'intégration des gens qui sont ou des populations qu'on exclut. Et j'ai envie de passer aussi par ce biais-là pour que ces gens-là se sentent inclus et concernés. Et aussi auprès des écoles. D'accord. Donc en fait, visiter l'histoire, c'est c'est vraiment en fait inviter tout le public dans le sens vraiment même de visiter dans le sens du corps en fait. Enfin, c'est ce que je veux dire, c'est qu'ils C'est arrivent un et ils peu peuvent ça. toucher, ils visitent, ils rentrent dans l'histoire comme si tu avais un mini musée et qui rentrait avec toi, quel que soit le public. C'est-à-dire à chaque fois, tu fais une animation personnalisée pour une école, une intervention, etc., etc. C'est ça, c'est vraiment l'idée de sortir les objets archéo des vitrines, pouvoir toucher des choses parce que voilà, ça peut être du... Bon, toucher l'acier, pas trop, parce qu'après ça rouille et il faut gratter, mais une côte de maille, c'est un enfer. Ouais, puis ça laisse des sales traces de graisse partout. Ah ouais, non, c'est l'enfer. Mais je me dis, voilà, même un peu d'équipement de protection, ça peut être même de la tenue civile, ça peut être voilà, des choses aussi des matières, Mm. un bouclier. C'est d'ailleurs des choses, on se rend compte du poids que ça pèse, on se rend compte de la maniabilité, on se rend compte que bah, finalement, même si on a un casque sur la tête, bah, ça va, on voit correctement. Ça dépend du casque hein, quand même. Enfin, ton casque 12e, tu vois bien, hein, mais Et- le casque début 16e, c'est chiant. ouais, bah, c'est toi qui choisis mal aussi. Ah, c'est bon, non mais j'ai dit début 16e, c'est parce que on est dans le truc du truc. Moi j'ai C'est vrai, abandonné, maintenant j'ai choisi 1420, 1440. Donc, c'est ça, ouais. bon, C'est souvent ça aussi qui est choisi. J'ai vu pas mal de troupes qui sont époque Azincourt. oui, c'est vrai. Et en plus j'ai vraiment pas choisi époque Azincourt parce que c'est Azincourt. J'ai choisi, euh, j'ai choisi ça pour des raisons universitaire, parce que moi je reconstitue, bon, je m'étale juste une minute, moi je reconstitue un universitaire du 15e siècle, et il se trouve que pour cette datation-là, en fait, ça passait bien dans le personnage que je voulais faire, en fait. C'est les premières années, en fait, pas du tout en France, en fait. C'est-à-dire que c'est un étudiant allemand qui vient en France, et il se trouve que il vient en France pour certaines raisons. Mhm. Euh, des raisons politiques. En gros, les Hussites foutent le bazar, et c'est justement, voilà, on va voir. Les Hussites foutent le bazar en République tchèque, j'allais dire, mais en Bohême à l'époque, dans les années 1420. Et donc, il y a beaucoup de gens qui partent en fait. Et donc, évidemment, bah, c'est un étudiant en fait qui part de Leipzig pour aller à Paris. Et donc je disais justement, c'est parce que à partir des 100 followers, donc là on est à 98, donc si jamais vous voyez ce live en rediffusion, n'hésitez pas à follow. Comme ça après, en fait au bout de ça, on va faire un live sur le site parce que c'est un truc qui me voilà que j'adore. Et du coup on va faire un super live, enfin on va faire 3 lives en fait plus précisément sur le sujet. Ça va être génialissime. Voilà, et donc c'est pour ça que j'ai choisi cette période, mais pas du tout à Zincourt en fait. C'est tout à fait fortuit. Parce qu'en fait, bon, je me suis aperçue que c'était aussi une période qui, quoi qu'il en soit, enfin, moi je dis Azincourt, mais en fait c'est une période qui est très documentée, autant par les influences bourguignonnes, les influences germaniques. Hmm. C'est vraiment très très documenté, autant par des textes, autant par des images, beaucoup beaucoup de textes d'ailleurs, qu'on a un petit peu plus de mal à retrouver pour certaines époques antérieures, mais en faisant des recoupages, on s'en sort. En faisant des recoupages et en sortant du symbolisme aussi, on arrive à s'en sortir, notamment bah, grâce à l'archéologie expérimentale, à l'histoire vivante. Hmm. Ça permet de faire le tri entre les mythes et l'historicité. Hmm. Alors il y a eu des questions dans le chat. On va avoir une partie en fait dédiée à la reconstitution. Donc j'ai gardé vos questions, Lobby de Curieux et Nola, pour dans à peine 5 minutes, hein. On va passer justement à la slide suivante qui parle de reconstitution. Là j'ai une question de Anishka qui rentre plus dans le thème de comment on organise justement, enfin comment tu vas organiser ton entreprise de visiter l'histoire. Est-ce que tu as des astuces niveau méthodo mise en scène pour intéresser les gamins sur un sujet technique? Euh, il faut arriver à se mettre à leur portée. Et en fait, il faut arriver à rendre ça ludique. Et arriver, en fait, il faut faire des choses très simples. Le cerveau d'un enfant ne cherche pas à faire des choses compliquées. Il va au plus simple.
Et même avec les adultes, hein, ça fonctionne très très bien comme ça aussi. Quand j'ai des adultes d'ADMR par exemple, ou des gens de personnes handicapées, ça fonctionne exactement de la même manière, enfin d'handicapés mentaux, hein, je veux dire, parce qu'il faut arriver à les intéresser de manière ludique et à les faire participer. En fait, avec les enfants, ce que je fais pas mal, c'est qu'en fait, la visite, on la construit un petit peu ensemble. Ou du moins, je leur donne l'illusion qu'on construit la visite ensemble, mais en fait, Hmm. c'est moi qui ai déjà mon fil rouge. Mais on va beaucoup faire des choses, notamment si on a des œuvres, si on a un bâtiment. On va essayer de parler des détails, on va essayer de repérer tel personnage, on va essayer de reconnaître telle partie du vêtement. Et c'est comme ça que, par exemple, avec des maisons en pan de bois, quand on a des petits personnages, en fonction de comment sont habillés les personnages, j'indique aux enfants comment on peut dater la maison. Ça les intéresse parce que, bah oui, ils savent à peu près ce que c'est aussi la mode. Ils se rendent bien compte que, tiens, telle couleur ou telle forme de vêtement, c'est plus à la mode d'une année sur l'autre. Et en fait, ils comprennent le principe. Ok, super. Voilà, ben, j'espère que tu as la réponse et d'ailleurs on en parlera parce que toi et moi, parce que j'organise un événement j'organise un événement pour les Journées du patrimoine si jamais. Bref, on en parlera, mais voilà. Je serai aussi sur les Journées du patrimoine. On fait des animations avec la troupe. Ça s'est très Ah, bien passé cette année. On y retourne l'an prochain. ok. Bon, Anishka nous a offert à boire, ça tu peux pas le voir, mais voilà, parce qu'elle sait qu'on parle beaucoup, du coup si jamais tu as la gorge Ah sèche, ouais, non, j'arrête pas depuis tout à l'heure. merci Anishka. Alors, passons Avec un justement à... beau verre Guédelon. Oh, il est beau. Il est beau mon verre Guédelon. Ah mon beau, il est beau. Il faut que j'aille à Guédelon. C'est très chouette. Alors, C'est un peu avant ta période, mais c'est très sympa. oui. Ah ça c'est... Enfin bref. Nous voilà sur la slide un peu reconstitution, donc on va parler un peu plus de ça. Donc c'est le moment où je sors justement la question d'abord de Enola, puisque on voit que tu portes une cotte de maille sur toi, et la Enola qui demandait la cotte de maille doit être graissée, pardon, je n'y connais rien. Ouais. Alors ça dépend en quoi elle est faite. Alors historiquement, la maille, elle est en fer. Pas d'alliage. Aujourd'hui, on les fait en acier parce qu'il y a un alliage, c'est plus simple, ça coûte un petit peu moins cher. Après, il y a des gens qui trichent, bon, qui ont de la thune, mais qui trichent, qui la font en titane. Donc ça a un coût, ça coûte à peu près 2 fois plus cher qu'une pièce en acier, mais ça pèse aussi 2 fois moins lourd. Ouais. Donc moi, ma maille, mon haubert, ma tunique pèse à peu près, je crois que j'ai entre 10 et 12, Hmm. je sais jamais. Et en titane, ça pèserait 2 fois moins, donc à peu près 6 kilos. Ouais, Et en effet, ouais, ça se graisse parce que sinon ça rouille. voilà. Et le fer, c'est pas toutes les époques, si? Non, pour le... Et puis je me suis pas Pour penché la dessus. maille, Ouais, non, parce que à l'époque celtique, on en fait, mais elle est pas en fer. d'accord. Et Il y alors, a bon, je des vous pose cette alliages. question, mais du coup, au 14-15e, c'est toujours en fer? Je sais pas, j'ai pas regardé. Je crois parce que vraiment l'acier, ça arrive un tout petit peu plus tard, mais je crois que ça vraiment à partir du 17e, on en a en acier. Pour les codes de maille, ouais. C'est des périodes que je connais moins. Ok. Ok, donc voilà pour la côte de maille. Euh, alors on avait une question justement qui revient un peu plus, et d'ailleurs notamment tu vas peut-être pouvoir développer la question du Hobbit Curieux qui dit donc peux-tu nous en dire un peu plus sur ton personnage médiéval, si justement ton objectif dans enfin, dans le dans la troupe est de reconstituer un personnage avec une histoire, etc. Et moi j'ajouterais bien à cette question, est-ce que en fonction de tes visites, tu crées un autre personnage? Alors dans la troupe, j'ai pas particulièrement de personnage. Parce que j'ai pas envie de m'enfermer là-dedans. J'ai autant envie. Bon, après, bon, voilà, le problème étant. Enfin, le problème, oui et non, c'est que je suis une femme et je m'habille en tenue masculine parce que pour le combat, c'est plus simple, simplement. Et en même temps, pour des troupes qui ont un peu plus l'historicité à cœur, je pense à notamment, il y a De Gueule et d'Argent qui tous les ans Oui. organise une guerre féodale, donc fin 12e, début 13e, qui est un événement de reconstitution off. Donc c'est un petit peu comme du grandeur nature. Et vraiment, absolument rien de moderne n'est toléré, que ce soit par les bruits, que ce soit par la vue, que ce soit dans la nourriture.
Et tout le monde a un rôle bien spécifique, et notamment, les femmes ne combattent pas. Ou alors il faut vraiment pas voir que ce sont des femmes. Hmm. Autant dire que les femmes n'ont pas le droit de combattre. Dans la troupe, on est plutôt ouvert. En plus, en général, on est moitié, quasiment la parité, je crois, parmi les combattants. Et non, j'ai pas particulièrement de personnage. Le personnage, c'est surtout en fonction de la température qu'il fait. Ouais, c'est pour ça Parce que je passe chez les que, Grecs aussi, hein. ouais, franchement, très bon choix. Parce que cet été, c'était horrible. Ah bah tu m'étonnes. C'était horrible. Là, tu vois, la photo que tu montres, je crois que c'est une des pires prestations qu'on ait faites cet été. Que le dimanche, en fait, on présentait des combats toute la journée. On avait 3-4 représentations de combats par jour. Même plus 4, voire 5. La toute dernière du dimanche, en sachant qu'on avait 2 heures de route pour rentrer, le camp à fermer, enfin, tout démonter, rentrer Ah chez nous, ouais. etc. On n'a pas pu faire la dernière représentation de combat parce que il faisait trop chaud, on n'en pouvait plus. En fait, ça aurait été beaucoup trop dangereux. Donc on a fait une présentation de technique, mais en civil. Ah ouais, ouais, ouais. Donc on a des personnages en fonction des mises en scène et en fonction des combattants. Ils sont présents, mais pas forcément sur le camp. Moi, en général, j'assure certaines activités parce que on a tous plus ou moins nos spécialités, mais j'ai pas forcément de rôle en particulier. D'accord. Après, dans les visites, je suis en train de travailler dessus. J'ai un ami qui va me rejoindre en début d'année pour travailler justement sur le côté ludique des visites et travailler autour éventuellement de l'histoire vivante et amener du jeu dans la visite avec la partie aussi reconstitution. Donc ça, on va travailler dessus ensemble. Ok. Ah, génial. Ok. Donc, Ah, ça va être fun. Enola qui nous dit ont dû avoir du courage avec cette chaleur, effectivement, hein. Les reconstituteurs, ils sont fous au point d'endurer beaucoup de choses, hein, pour l'histoire. On a. Ouais, ouais. Même Sully, hein, il a fait chaud. Ah ouais, non, J'y mais. suis passée le dimanche. Ah non, il faisait très chaud à celui. Il a fait très chaud le dimanche. Alors, Hobbit curieux qui disait as-tu regardé du côté des chevaleresses? Eh ben, je sais que oui, hein, clairement, puisque ou peut-être pas Oui. encore, puisque tu as lu, enfin tu avais mis partagé en story sur Instagram un bouquin de Sophie Cassagne-Brouquet que j'ai moi-même lu pour un exposé que j'ai fait l'année dernière et qui est d'ailleurs cité en bibliographie sur la chaîne, donc sur la chaîne Twitch. Bon, la chaîne YouTube, maintenant c'est en rediffusion, mais pour ceux qui veulent regarder les lives sur Pantésilé, eh bien, elle est citée en bibliographie puisque voilà, c'est un ouvrage assez agréable, assez facile d'accès, qui rentre pas trop dans la précision et qui donne de bonnes portes d'accès. Voilà. En fait, c'est ça, c'est exactement ça. C'est une porte d'accès, c'est pas du tout exhaustif. Que ce soit parce qu'elle a participé aussi à l'ouvrage La vie des femmes au Moyen Âge qui est sorti chez Ouest France. Ouais. Pour ça, quand j'ai vu son nom, ça m'a tout de suite parlé. Elle avait participé à une émission sur France Culture aussi autour des chevaleresses. Et là aussi, c'est une porte d'entrée, mais faudrait pousser les recherches davantage, sachant que à la fois dans la langue vulgaire et les régions qui existaient, le langage était différent, d'autant plus avec la facilité qu'on avait de féminiser ou de masculiniser en fonction du nombre et de la proximité des gens, alors que l'Académie française est arrivée en 1636 et est partie du principe que le neutre, c'était le masculin. Donc Mm. là aussi, il y a eu énormément de choses qui ont été transformées par la langue, Oui, oui. donc dans les traductions des textes. Ok. Moi, je voulais te demander, donc là, on te voit en code de maille. Euh, Effectivement, on voit du coup la représentation d'un guerrier avec son épée, mais moi, je lui dis, mais qu'est-ce qui lui manque? Mais il lui manque son bouclier, non d'un petit bonhomme. Ouais, c'est parce que je combats pas beaucoup avec le bouclier. Ah là 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 là. Euh, Non, le... on a vu sur Instagram, pour ceux qui n'y sont pas encore, et n'hésitez pas à aller follow du coup, visiter l'histoire sur Instagram, puisque tu n'arrêtes pas de nous partager l'avancement de ton bouclier que tu es en train de fabriquer. Euh, J'aime bien partager ce que je fabrique, ouais. Montrer que ça aussi, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Que, bon, je commence à avoir un petit peu de matériel, mais je fais ça en plein milieu de mon appartement. Donc même si on n'a pas forcément un espace qui est fait pour, il y a des choses qu'on peut faire. hmm. Et du coup, tu me disais que, en plus du bouclier, tu souhaitais un peu faire évoluer ta tenue.
Notamment, je suppose, en fonction des visites, puisque tu vas probablement peut-être diversifier un peu ton costume et t'orienter peut-être un peu plus vers le civil pour les costumes. Enfin, bien sûr, hein, renforcer le... J'ai j'ai ma tenue civile, mais masculine, Ouais, et de fait, bah, j'aimerais bien en avoir une féminine. d'accord. Rien que ça, en fait. Oui, oui, Donc repartir sur une base chausse féminine. Donc bah, c'est des espèces de chaussettes hein, pour les femmes. C'est à peu près la même chose que pour ta période aussi, hein. ouais, Le 15e, 12e, 15e, là, les chausses restent identiques. La chintze longue, donc, la sous-robe, la robe et éventuellement la surcote. oui, d'accord. Ok. Et voilà, ça, faudrait que je m'y colle. Ouais, oui, moi en plus, bah, on a des gens qui sauront t'aider peut-être dans le chat. Enfin bon, je suppose que tu sais déjà, mais voilà. Euh, Alors, il y a du coup, n'y a-t-il pas de... Alors, Lobby Curieux d'abord qui demande s'il y a des tutos de bricolage, enfin si tu fais des tutos de bricolage, si tu comptes en faire sur ton Insta. Bah, pas spécialement parce qu'en fait, comment il y a beaucoup de choses que je fais de manière peu conventionnelle. Oui, en fait, Et faut la suivre dans ses stories en fait pour voir ça. ouais, je suis pas, puis je fais les choses un peu quand ça me chante. Et je pense que pour le bouclier, je mettrais peut-être une story à la une. J'ai fabriqué le bouclier, j'ai fabriqué un râtelier, j'ai fabriqué des outils de construction médiévaux aussi, mais ça, je les avais fabriqués quand j'étais à l'école en CAP. Pareil, c'est des choses qui sont pas compliquées à fabriquer. Ok. J'ai fait un peu de couture aussi. Ouais, non, là, mon plus gros ouvrage, enfin, ce qui est le plus compliqué, c'est le bouclier. Eh oui. Vu les Euh, conditions, c'est le bouclier. D'ailleurs, moi je suis toujours curieux de savoir quelles armoiries tu vas mettre dessus, hein. Ça, on le saura dans les stories, très chers amis. Alors, normalement, je le finis demain. Et en fait, le XIIe siècle, c'est là aussi que c'est une période qui est un peu charnière, c'est que on va commencer à voir les prémices d'une représentation héraldique. Donc on va se peindre des blasons sur les boucliers, mais qui reste hyper basique, parce que la fonction première, c'est de reconnaître le copain des pas copains. Eh oui. Que c'est là qu'on va commencer à définir, notamment il y a une bulle papale qui va définir que la couleur blanche, c'est pour les Anglais, Hein, la couleur verte, c'est pour les Flamands, et la couleur rouge, c'est pour les Français, de mémoire. d'accord. Pas encore le bleu, c'est le rouge. Ouais, 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 j'avais lu ça aussi dans un bouquin. Enfin bon, on en Bon, bah, reparlera si tu en confirmes, détail. c'est que c'est bon. Oui, il y avait autre chose à ce sujet. Enfin bon, on en reparlera lors d'un autre live, mais il y a un livre que j'ai lu qui parlait des couleurs, etc., qui disait quelque chose de semblable. En Euh, fait, ouais, donc pour l'instant, en fait, de l'héraldique à cette période-là, il n'y en a pas tant que ça, et on le met pas forcément sur les boucliers. Boucliers XIIe siècle, ou les grands écus, ils ont des motifs plutôt décoratifs, ils vont avoir des espèces de motifs de fleurs, ils vont avoir des motifs, des espèces de frises, et ils vont avoir des bordures, mais ils vont ouais, plutôt avoir des décors que des armoiries. ok. Ça va arriver un petit peu plus tard avec les écus XIIIe siècle. Donc oui, j'ai un blason qui existe, mais sur mon bouclier, ça reprend un petit peu ça, sans le meuble, donc, la pièce principale qui représente un objet, que j'ai sur mes armoiries, qui du coup ne sera pas sur le bouclier. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, hein. Bon, moi, j'ai Ouais, commencé à moi peindre le aussi. mien, d'ailleurs. On en parlera peut-être une autre fois. Bref, je suis allé chercher dans les sources historiques d'un codex de 1457, mais on en reparlera. Alors, Ah, ça il c'est sympa aussi. y avait la question de Enola qui disait donc n'y a-t-il pas trop de risque de blessure lors des reconstitutions? Alors, je me permets d'apporter un premier élément de réponse. Si. Voilà, hein. Si, il y a des risques de blessure, effectivement. Euh, on a Ça dépend ce régulièrement. qu'on appelle une blessure. Oui, c'est toujours pareil, hein. C'est bon, il y a un nez cassé, bon, ça va. Non, mais c'est vrai. Souvent, C'est- souvent ça reste de la bobologie. Oui. Tu vas me le confirmer. Ouais. On se prend des bleus, on se tord la cheville. euh, ah. Alors, en soi, si tu veux, Enola, c'est. En fait, ça dépend des règles que tu fixes et ça dépend des gens que tu as en face et ça dépend également du matériel que tu portes sur toi.
C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir taper comme, enfin, tu vas pas pouvoir taper pareil sur quelqu'un qui est habillé comme là, donc comme Noémie sur cette photo, que quelqu'un qui est en armure de plate du 15e siècle avec notamment une visière qui couvre tout le visage. Voilà. Bon, tu peux pas. Enfin, donc il y a cette notion qui est prise en compte. Euh, donc on serait tenté de dire, voilà, il y a plus de blessés parmi les 12e ou les 13e. Mais en fait, je pense pas que ce soit le cas, puisque dans nombre de reconstitutions, les frappes au visage sont déconseillées, il me semble. Et alors que en 15e siècle, par exemple, en 15e 14, frapper à la tête est recommandé. Parce que effectivement, les casques, en fait, enfin, lorsque la visière est baissée, bien sûr, ils sont bluntés, il y a 3 mm d'acier. Donc pour donner une illustration, c'est 7 fois l'épaisseur d'une carrosserie de voiture. Donc, à partir de ce moment-là, c'est plus conseillé d'ailleurs de frapper à cet endroit-là qu'ailleurs. On n'a pas le droit au coup des stocks, etc. Donc il y a plein de règles en reconstitution. Un des problèmes que moi je vois et pour lequel en fait déjà je voudrais pas faire enfin, je veux bien faire de la représentation de soldats 13e siècle, même 15e avec un chapelle, mais je veux pas me battre avec l'équipement que je vois sur ta photo. Parce que, Moi, je peux le faire parce que on fait du combat chorégraphié. eh oui, Les voilà. coups, ils sont véritablement portés, mais on sait où on va taper. Mm. Le combat de touche, certains dans la troupe aimeraient mettre ça en place. Moi, je me sens pas du tout pour l'instant. Mais avec un équipement comme ça peut se faire. Ouais. Eh oui, oui. C'est parce Avec que là, bouclier moi, et épée. déjà, c'est le visage pour moi, le premier truc, et le deuxième, c'est les mains. Parce que les mains, dans un vrai combat, et c'est là qu'on se rend compte de la différence de la vérité, c'est-à-dire que dans les films, même de manière générale, en fait, quand on voit un duel, on se dit, waouh, c'est les têtes qui vont partir en premier, mais en fait, en réalité, c'est les mains qui prennent le plus cher, le plus rapidement. Parce que c'est les mains Bah, qui en sont le fait, plus proches de l'adversaire, en fait. Donc, c'est ça, et puis qui tiennent l'arme. Donc, en voilà. général, on essaye aussi d'éviter que l'autre puisse utiliser son arme. Après qu'il puisse ne pas utiliser sa tête, c'est intéressant aussi, mais en premier lieu, ce qui est dangereux, c'est l'arme. En fait, dans l'équipement lourd 12e siècle, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, au niveau des mains, on porte des moufles de mailles. Et du coup, bah là, protège beaucoup plus, parce que c'est à la fois rembourré, et on a aussi une partie, du coup, qui évite les attaques de taille, avec la maille sur le dessus, mais ça, c'est vraiment que pour les équipements lourds. Là, j'ai une nouvelle paire de gants qui vient de Compiègne, mais on en parlera tout à l'heure. Au niveau de la tête, c'est intéressant ce que tu dis aussi, parce que un des grands spécialistes du combat médiéval, donc qui est docteur en histoire à ce sujet, Je vois qui a fait qui une tu thèse parles. qui sera publique l'an prochain, qui s'appelle Gilles Martinez. Ouais. En fait, il propose aussi des stages historiques et il travaille notamment avec un gars là, qui est doctorant sur la recherche des textiles de féodaux du XIIe et XIIIe siècle. Et lui, il a un casque pour les représentations de combats de touche XIIe siècle, donc ils sont en tenue historique. La seule différence, c'est qu'ils ont un casque d'escrime, donc un casque d'AMHE, avec quand même le casque historique et le nasal, donc qui donne quand même aussi une impression un peu plus Mhm. d'immersion dans le D'accord. combat. Là, effectivement, comme ils sont quand même dans un combat, on va essayer de marquer des points, parce que là, le point à la tête est autorisé, ils sont protégés. D'accord. Ok. Ce qui, moi, n'est pas Logique. mon cas, mais soit dit en passant, le nasal protège extrêmement bien. Ah oui. D'accord, je l'aurais pas cru. Parce que ça arrivait plusieurs fois un copain qui a failli se prendre, enfin qui s'est pris des coups à la tronche, et en fait, bah, c'est son nasal qui lui a évité de se prendre une épée sur le nez. Eh ben, comme quoi c'est utile, hein. De toute façon, sinon il l'aurait pas fait, hein. Donc, ok. Ah. Donc, Euh, ça fonctionne bien. On a testé et approuvé. et visiter l'histoire approved. C'est ça. Mais Alors, ouais, même au niveau de ma. Mais pour revenir ouais, au fait que j'ai des choses qui vont aussi changer sur cette tenue-là, c'est que là, il y a des erreurs. Donc, notamment, bon, comme je suis une fille, c'est vrai que c'est plus pratique d'être en pantalon pour aller aux toilettes. Mais j'ai réussi à trouver des paires de chausses. Des chausses et une. Comment? Les braies aussi. C'est un petit peu plus simple à retirer et où je puisse aller aux toilettes eh oui. comme j'ai envie. Donc, où il n'y ait pas tout qui se retire à chaque fois.
où j'ai des fixations qui restent en place. Donc ça, je vais pouvoir passer à quelque chose comme ça qui est plus historique. Et notamment le tabar. Donc la tunique qui est mise sur le dessus ne va pas du tout. Parce que déjà, elle est bicolore et ça ne se faisait pas trop. Et en plus, normalement, elle est... c'est pas un grand drap avec un trou au milieu pour la tête. Normalement, sur les côtés, c'est cousu avec des triangles pour faire des soufflets. D'accord. C'est une espèce de robe qu'on met par-dessus. Mm. C'est vraiment fermé, c'est cousu, c'est un vêtement. Mm. D'ailleurs, pour celles et ceux qui voudraient vraiment savoir un peu à quoi ça ressemble, j'ai partagé cet après-midi sur mon Instagram dans ma story un réel avec vraiment des pros de la reconstitution 12e, 13e. Vraiment, c'est tout ce qu'ils ont fait, c'est tellement beau que j'ai pas pu m'empêcher de partager. C'est hallucinant. Donc voilà. Donc si jamais, Attends, c'était qui ça? Parce que là, je sais plus. En j'en fait, connais c'est pas le mal. chainmail. Euh, Ayoskin, c'est ça. Ouais, ouais. ouais, qui est un fabricant ouais, de cottes de maille, parce que la maille se porte près du corps. Oui. Important. C'est notamment sur ma cotte de maille, j'ai fait des modifications sur la partie donc aubert. Parce que je l'ai acheté, alors je l'ai acheté d'occasion, parce que quand je me mets à la reconstitution, beaucoup de choses sont fermées, il n'y a pas les marchés de l'histoire, il y a rien de tout ça. Donc j'ai racheté ça à un gars qui faisait du viking. En fait, sur lui, ça lui servait de aubergeon, donc c'est-à-dire une maille courte de la pour ça. En gros, ça avait la taille comme d'un t-shirt à manches longues pour lui. Pour moi, ça me sert de tunique et j'ai dû recouper les manches. Euh, et en fait, la maille, quand on l'achète déjà faite, t'as déjà dû voir ça, ça pendouille Mais au ouais. niveau des manches. En fait, de la maille qui pendouille, c'est de la maille qui ne protège pas, parce qu'elle peut s'accrocher dans tout et n'importe quoi. Et, la lame peut rentrer à l'intérieur, enfin, elle ne protège pas des attaques de taille. En fait, j'ai dû... alors, j'ai pas recoupé pour remettre des anneaux, mais j'ai triché avec des lacets. Que Eh de oui. temps en temps, on devine un petit peu, c'est pour ça que ça fait des espèces de boudins au niveau des avant-bras. C'est qu'en fait, j'ai resserré ma maille avec des lacets pour ne plus que ça pendouille, que ça me protège. Oui, je vois. Ok. Ok. Donc voilà, très chers amis, pour un peu la représentation. Alors, le Bit Curieux qui nous posait une dernière question de reconstitution. Donc là, on a tous les commentaires des reconstituteurs. Aller aux toilettes avec des choses 15e, il est lassé partout. Quel enfer. Ne Les jamais choses, ça croire les font plein. films. Et oui, de base. Et alors, le Bit Curieux qui disait, est-ce que vous vous entraînez ensemble ou vous avez un maître d'armes? On n'a pas de maître d'armes. La question s'était posée, mais pour ça, il faut suivre des formations et elles sont sur des semaines complètes. On s'était renseigné auprès de l'organisme La Formation aux Armes qui est en Vendée. Donc, je me suis rendue le mois dernier, il y a 15 jours, non, il y a quasiment un mois. Je m'étais rendue pour la sélection pour vraiment leur module complet de 400 heures euh, Eh oui, ça fait beaucoup. qui aborde tous les types d'escrime. Il y avait la rapière, il y avait l'antique, il y avait du sabre laser, Ah il y avait oui, du sabre, enfin il y avait intéressant. plein de choses et c'est hyper complet. Des AMHE, mais en même temps aussi des modules spectacle, donc, théâtre, cinéma et dernier, je sais plus. Mais du coup, avec vraiment cette partie-là aussi, et il y avait 12 places et on était 14. Ah oui, Donc d'accord, oui. j'ai pas été retenue parce que c'est vrai que physiquement, le gars qui fait l'échauffement, il a fait STAPS. Oui, d'accord, ceci explique cela. Ouais. J'ai pas le physique Ok. pour supporter ça, moi. Bon alors maintenant, je vous propose un peu à tous, puisqu'il est 20h25, qu'on passe un peu. Alors, on a deux possibilités. Soit on passe à je pense que le mieux c'est qu'on passe à la partie guide. Et sur la fin, on fait la partie Compiègne, parce que je sens que les gens vont se déchaîner dans le chat comme pas possible pour la partie Compiègne. Donc on va Ok. plutôt commencer par la partie et voilà, guide. Alors, du coup, la première, la première slide, c'était donc celle-ci où on voit Amboise avec les toits partout. Ouais, Euh, parce que l'image d'Épinal qu'on a d'Amboise, c'est son château. Et en fait, historiquement, en fait, Amboise
vraiment la partie qui s'appelle Amboise jusqu'en 1946, c'est la partie du château et les maisons au pied du château. C'est tout. D'accord. Et en fait, c'est qu'à partir de 1946 que la commune inclut la commune qui est limitrophe, qui s'appelle Saint-Denis-Hors, qui était en fait une espèce de faubourg non officiel de la ville d'Amboise. À ce moment-là, les deux communes fusionnent et ça donne la ville actuelle d'Amboise. Et c'est pour ça que ça, j'aime bien ce genre de vue, parce que ça montre vraiment la ville d'Amboise. Et là, ce qu'on a au premier plan, bah, c'est une des dernières portes médiévales de la ville. C'est la dernière porte médiévale qui reste. Et une des deux dernières tours médiévales visibles tout le maillon urbain de la ville, donc qu'on appelle la tour de l'horloge, parce que bah, y a une tour et une horloge dessus. Et dans le fond, c'est l'église de Saint-Denis, qui a été consacrée à l'époque par Saint Martin de Tours au 5e siècle. Aussi, c'est une histoire qui remonte vachement loin. Et il y avait avant ça un temple païen. Donc en plus, une D'accord. occupation antérieure. Le classique, hein, bien sûr. On construit les églises sur les temples païens, la base. On en parlait encore tout à l'heure en cours. Ah oui, oh, classique. Alors, du coup, pour parler un peu de guidage, donc bien sûr, si vous avez des questions sur le métier de guide, n'hésitez pas, c'est maintenant. Euh, on va peut-être passer justement sur sur les images que tu m'as envoyées. Comme ça, tu vas pouvoir un peu nous parler bah, des tours que tu fais et de pourquoi tu m'as envoyé certaines photos, etc., etc. Alors, Ok. Ça dépendra de l'image qui arrive. haha, surprise, surprise. Alors, Ok, je suis prête. alors attends, c'est parti. Capture d'écran, nickel. Voici la première image. Qu'as-tu à nous dire Ah, là-dessus? ça, alors ça doit être une vue depuis l'autre rive. Donc on devine un peu le château en haut à gauche. La résolution est pas terrible, mais ça vient du site Oui, de l'inventaire général du patrimoine. je vais monter un Très peu bien. comme ça, Ils ont c'est ici. énormément de documentation avec. Effectivement, il y a cette partie-ci. Au fond à droite, c'est Saint-Denis. Et en fait, c'est intéressant parce que en fait, j'ai lu un article sur Amboise qui disait qu'on était passé d'une ville pont à une ville château. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'image d'Amboise, c'est son château. Pendant très longtemps, c'était une ville pont. Parce qu'effectivement, à Amboise, on avait la route d'Espagne, donc qui est une des plus grandes voies commerciales, commerçantes, Mhm. qui puissent exister dans le royaume. Et en fait, c'est rigolo parce qu'il y a plein de villes comme ça, dans la région, où on avait les ponts qui étaient en décalé. Donc on a une île au milieu, ça a été le cas à Saumur, ça a été le cas à Tours. On a une île qui permet de beaucoup mieux, de beaucoup plus facilement franchir la Loire, qui est un fleuve un petit peu tumultueux, qui a pour habitude de fracasser les ponts qui lui passent dessus. Donc des ponts en bois. Là, ce sont deux ponts en bois. Les ponts sont en décalé. Et en fait, aujourd'hui, c'est le cas à Amboise, c'est le cas à Tours, c'est le cas à Saumur. Aujourd'hui, les ponts sont l'un en face de l'autre. C'est un seul et même axe. Alors que là, tout est désaxé. Ok, intéressant. Image suivante. Attention. Voilà. Kezako. Bah ça, alors ça c'est un petit peu plus haut. C'est pas dans le centre-ville d'Amboise, c'est une éolienne en acier. Donc 19e siècle. Parce que Amboise, ça a été aussi un centre industriel. Aujourd'hui, il reste plus grand-chose dans le centre-ville, mais il y a 2 ans de ça, moi j'ai appris que j'habite dans des anciennes usines à chaussures, Ah, c'est intéressant par ça. exemple. Ouais. Et, les usines Gounin, qui ont fabriqué sur leur toute fin des kickers et des palladiums, et qui en 1973 ont accueilli Sylvie Vartan et Johnny Hallyday. Pas mal. Il existe une vidéo Super 8 de Johnny Hallyday dans la cour de mon immeuble qui signe des autographes aux ouvrières. C'est- Incroyable. Et Donc donc voilà, ça, ça c'est c'est. une éolienne Et 19e. là, là c'est du côté de là où on avait ce qu'on appelle la pagode de Chanteloup. La pagode, c'est une chinoiserie et c'est la seule chose qui reste du grand parc de Chanteloup, où il y avait donc un parc, des bassins, un château, des corps de ferme et des sucreries. D'accord. Énorme fabrication et raffinerie de sucre en Boise. Ok.
Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un conservatoire de la confiserie qui a été lancé par Nicolas, qui est un entrepreneur qui a repris, qui a quelques associés, puis avec sa mère aussi, qui fabrique des bonbons de manière artisanale à Amboise, qui aussi est très attaché au patrimoine et à la fabrication autour du sucre. Eh ben, vous voyez, si jamais vous vous rendez un jour en Amboise, non seulement vous pourrez avoir une super visite guidée, mais en plus vous pourrez goûter de fabuleux bonbons, si c'est Oui, pas c'est bon des ça. bons bonbons. Alors, image suivante, que voici, mais que voilà. Bah voilà, ça se disait, tu vois, par rapport au pont. Donc là, on peut voir ce genre de choses que quand la Loire est très basse. Donc ça a été le cas, par exemple, cet été. En fait, on ne sait pas vraiment de quand ça date parce que des constructions, des destructions et des reconstructions de ponts sur la Loire, c'est tous les 4 matins. Il suffit que la Loire monte trop vite, baisse trop vite, gèle, on fracasse un pont en bois. Donc on est obligé que le pont puisse davantage tenir, on est obligé d'enfoncer des piles comme ça, vraiment très 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 profonds. Et encore, ça suffit pas parce que ça reste du bois. Hein. Et régulièrement, on voit ces piquets dépasser du fond de la Loire. Ok, intéressant. Ok. Pour la période, on n'a vraiment aucune information. Ah, vous voulez, quand vous vous baladerez sur les bords de la Loire, si jamais vous voyez ça, vous saurez. Ah, donc ça, c'est la chapelle Ça, Saint-Denis, c'est. Bah, tiens, c'est Saint-Denis, ça, ouais. Saint-Denis, Ouais, oui. je l'avais mis en deux fois. Mais qui est là où a été décidée la séparation de Louis XII et de Jeanne de France, la fille de Louis XI. D'accord, et bah voilà. Dans cette église-là que ça a été décidé. Soi-disant qu'elle était stérile. Ah, blabla, les coups classiques. Ouais. Ouais, mais non, mais on va épouser quelqu'un d'autre. Donc vous voyez, en bois, il s'est passé plein de trucs hein, entre l'autre là qui s'est pris le linteau de porte, lui là Ouais. avec Il s'est le passé des trucs en ville aussi. ah, Ouais, ouais. des trucs en ville, des trucs comme quoi? Oh, il y a pas mal de choses, pas mal de petites histoires avec Oh, dans toute la rue Victor Hugo qui est à côté de chez moi, c'est des habitats troglodytiques. On a beaucoup caché de soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. On est à proximité de la ligne de démarcation avec le Cher. Donc, au château de Chenonceau, transitaient à la fois des juifs, à la fois des gens qui quittaient les rangs de l'armée, à la fois des gens qui voulaient fuir le régime nazi. En fait, ils venaient en France libre en passant par le château de Chenonceau et ils étaient cachés parfois à Amboise. ok, ah, voilà qui est intéressant. Donc vous voyez, si jamais il y a des créateurs d'univers qui passent parmi vous, voilà, des petites inspirations à prendre. Ouais, il y a des choses rigolotes qui se sont passées ici. Quand on prend le temps de parler avec les anciens aussi, on apprend des trucs sympas. Ah ça faut faire ça. Ah, ça j'aime bien. Alors, dis-nous. Ben ça c'est de la boulange. De la boule. En fait c'est un vitrail 13e siècle. Il était remonté sur une armature et des barlotières, donc c'est tous les petits plombs. 19e siècle. D'accord. C'est un mélange en fait de plusieurs périodes. Et aujourd'hui, ce vitrail-là, il est en fait, comme c'est de la boulangerie, il a été racheté par la maison Bigot, qui existe depuis 4 générations, pardon, à Amboise, qui est vraiment une institution. Ils font du chocolat, ils font des pâtisseries. Ah bah voilà, Ils ont un après les salon de thé. bonbons, les pâtisseries, les super visites guidées, les chocolats, c'est... Ouais, on mange bien ici. Pas vraiment de spécialité, mais on mange bien. Et- Ça, ouais, c'est vraiment une pièce historique, mais voilà, accessible dans un commerce de proximité. ok. Donc là, on voit l'activité des boulangers du XIIIe siècle. C'est exactement ça, avec vraiment les tenues de travail. Et les tenues un peu plus longues, parce que alors à la période 13e siècle, les tenues masculines vont commencer à se raccourcir petit à petit. Et on continue à être sur des tuniques qui arrivent quand même au niveau des genoux. Ok. Et oui, les hommes portent des robes jusqu'au 12e siècle. Et oui, oui, oui. Et même On au-delà, en appelle ça fait, des chemises, mais les dents sucrées siffleraient, oui. Mais en fait, oui, pour répondre à la question, hein, les robes, même jusqu'au 16e, 17e, bon, ça dépend en fait de d'où tu te places hein, dans la hiérarchie sociale et même dans
dans j'allais dire dans la classe, mais effectivement, enfin, tous les clercs sont censés porter des robes. Exact. Donc voilà. Et attention, clerc, attention, je précise parce que justement je travaille sur le sujet. Clerc veut simplement dire soumis à l'autorité juridique de l'Église. Donc ça ne veut pas dire qu'on est moine, qu'on est prêtre, qu'on est curé, etc., etc. Ça c'est une précision dans le domaine de clerc en fait, hein. Clerc ça veut simplement dire que eh ben, un laïc, l'autorité laïque n'a pas de pouvoir sur vous, hein. Vous pouvez être uniquement jugé par l'Église. Bon, il y a un certain nombre de devoirs qui vont avec, mais voilà, pour ne pas faire la confusion. Voilà, j'aime bien faire ces petits rappels. Mais tu as tout à fait raison. Ah, nous revoilà dans les rues d'Amboise. C'est la même que tout à Ouais. l'heure. C'est la même. Ouais. Je crois que c'est la même. Et il y a une photo d'une statue que j'aime bien. Ah, elle arrive, elle arrive. Alors là, il y avait le Ah château. non! Ça, c'est intéressant. Ouais, ça, c'est intéressant. Elle arrive Parce après que la statue. quand on est en ville, j'aime bien. Moi, je commence mes visites à cet endroit-là. Donc, on est au niveau d'une tour cavalière. Donc, il en reste deux. Les tours cavalières, c'est bah, la grosse tour qu'on a à gauche. Là, on est côté Loire et on en a une autre qui est côté ville. En fait, celle côté Loire était faite pour les commerçants. Celle côté ville était faite pour bah, les invités de marque qui arrivaient du coup bah, de l'autre côté. Charles Quint est arrivé par l'autre tour. Là, on était en plein milieu du port d'Amboise. C'était vraiment la tour faite pour les marchands. Pourquoi tour cavalière? Parce qu'on peut monter avec son cheval, simplement. C'est vraiment très large avec une pente qui est assez douce, à la fois pour monter sans difficulté et redescendre sans danger, avec un éclairage qui se fait grâce à un puits de lumière au milieu, donc c'est une espèce de gros escargot comme dans les parkings souterrains, avec un balcon qui s'appelle le balcon des conjurés, et une petite galerie reconstruite qui est tout en bas, là, qui a été reconstruite par Louis-Philippe, donc on est pur 19e siècle, et au-dessus c'est le balcon des conjurés. Parce qu'à Amboise, les guerres de religion ont tué pas mal de monde. D'accord, et donc pourquoi les Euh, conjurés? Pourquoi les conjurés? Parce qu'on est en 1562 et la cour royale est établie au château de Blois. Donc à cette époque-là, le roi, c'est François II, a repris le trône à l'âge de 16 ans. C'est lui qui épouse Marie Stuart, qui meurt à la fin d'une otite à peine 1 an et demi après le début de son règne. C'est pour ça que Marie Stuart retourne en Écosse, qu'elle se fait couper la tête. C'est une sale Etc. histoire. Ok. Et en fait, le roi, François II, qui a à peu près 16 ans, reste quand même très influençable, et en plus du fait de la consanguinité entre les Valois, ça fait aussi des enfants qui sont plus faibles. Et il se fait manipuler par les deux Guises, donc il y a le cardinal et le duc, qui sont des hommes très très influents, qui font partie de la Ligue catholique, qui sont des fervents défenseurs de la foi catholique. Et dans les guerres de religion, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, il n'y a que des gens qui tuent d'autres gens. Il n'y a pas de camp à Ouais. choisir. Il y en a plusieurs, hein, il y en a 7 ou 8 au total. Là, je ne sais plus à la combien on est. Et c'est un peu moins ma spécialité, les guerres de religion. Mhm. Et en fait, il y a des gens, des protestants, qui, pour défendre le roi, parce qu'ils estiment pas que ils sont aussi, ils sont sujets du roi avant tout, et qu'ils veulent défendre le roi, et que le roi est sous une influence qui est mauvaise, donc l'influence des Guises. C'est pour ça qu'ils veulent soustraire François II au pouvoir de ses deux frères. Donc une espèce de conspiration, une conjuration se met en place pour kidnapper le roi et le mettre en sécurité. Ok. Finalement, il y a des trahisons, ça finit par se savoir, et donc la cour déménage à Amboise, qui a la particularité d'être une forteresse qui n'a jamais été prise. C'est une forteresse imprenable. Tant, tant, tant. Donc les deux Guises estiment que le roi et sa famille sont en sécurité à cet endroit-là. Et suite à plusieurs trahisons, on va arrêter tous les conjurés, notamment les têtes pensantes. Et on en exécute un peu plus d'un millier. Et pas mal, dis donc. Donc la légende, c'est une légende hein, aussi autour de tout ça, parce que c'est très peu probable que ces gens aient été pendus au niveau de ce balcon-là, et que les rues d'Amboise ruisselaient du sang des conjurés. Ah oui. Oui, ça C'est un fait. peu moins probable. fait Et quasi- visiblement, vraiment, la tête pensante faisait partie de la cour,
Du coup, n'a pas été inquiété du fait de son statut. Ok. Et voilà, c'était plus simple de faire payer certaines personnes, dont le fameux Jean du Barry, qui était périgourdin. Et en me promenant dans le Périgord, je suis passée à côté d'une ruine de château, donc qui est vraiment abandonnée. Il y a des arbres partout, c'est en bord de forêt, en bord de champ. Et en fait, il s'avère que c'est le château de la Renaudie, donc de Jean du Barry, qui a été pété à coups de boulets de canon. Ça fait toujours plaisir. C'est très stylé. Alors, juste pour, justement, pour ceux qui se demandent un peu à quoi ressemble l'intérieur de la, de la tour Cavalière, je me permets de faire un peu d'autopromo. J'y étais moi-même grâce à une amie commune qui m'a fait, qui est guide justement au château d'Amboise et qui m'a ouvert les parties qui ne sont pas ouvertes au public. Ha, ha, ha. La chance. Et, ouais, et donc j'ai réussi à aller en fait au rez-de-chaussée de cette tour Cavalière qui est fermée au public. Et j'ai réussi à faire une photo dont je suis assez fier, qui est relativement jolie quand même, hein. Et qui est donc sur mon profil Instagram. Donc si jamais vous voulez aller voir, c'est alors une publication qui remonte, hein, c'était en 2019. Donc voilà, donc si jamais vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble l'intérieur de la tour Cavalière, vous allez sur mon profil Instagram, Gilon Walter, et donc la publication est une des premières, hein, elle date de 2019, le 1er juillet plus précisément. Voilà. Oh, Voilà. cool. Maintenant, on peut passer à la statue. Alors, Et je pense qu'on... Oh bof, ouais, vite fait. attends, on passe à la statue, on revient à celle-là après. Voilà. Ouais, on verra. Ça, c'est une statue que j'aime beaucoup. Bon, c'est une statue d'un artiste, hein, c'est une vision d'artiste, c'est une statue du début du XXe siècle, c'était pour un anniversaire, hommage. Attends, Et en attends, fait, on peut elle est peut-être leur sur... demander de deviner qui c'est. Toi, tu dis, Ouais, tu donnes le contexte sans donner le nom, et vous, dans le chat, vous essayez de deviner un peu qui c'est. Vas-y. donc ouais, ça a été fait donc à l'occasion d'un anniversaire, parce on a quand même un artiste, un stratège qui est venu vivre et mourir à Amboise. On en fait tout un foin, mais en fait, il est resté à peine 4 ans. Amboise, c'est vraiment sur la toute fin de sa vie. Il a organisé des fêtes grandioses dont on parle encore, avec un lion gigantesque dont des fleurs de lys sortaient de sa gueule avec des feux d'artifice. Et il vivait dans le manoir du Clos Lucé. Allez, bon bah, je pense que là, elles ont deviné. Blau et l'Hobbit Curieux ont dit Léonard de Vinci. Effectivement, c'est Léonard de Vinci. Ouais, c'est Léonard de Vinci que vous ne verrez jamais dans une position aussi lascive que celle-ci. Voilà. Sauf si vous visitez le château d'Amboise, parce que, alors, ce sont ses restes présumés. n'est pas sûr à 100%, parce que comme il n'a pas de descendants, on ne peut pas analyser l'ADN. Mais en ce moment, il y a des recherches qui sont faites sur l'ADN de ses beaux-frères. Du coup, parce que ses beaux-frères ont eu, eux, des descendants. Et il est dans une position de repos, parce que visiblement, Léonard de Vinci avait mal au dos. Donc quand il dormait, il avait une position un peu particulière pour éviter d'avoir mal au dos. Donc si vous avez l'occasion de visiter le château et de pouvoir entrer dans la chapelle quand les travaux seront finis, parce qu'elle est en restauration Hmm. jusqu'en fin 2023, encore une bonne année, vous aurez l'occasion, avec l'Histopade, de pouvoir admirer la position tout aussi lascive de Léonard de Vinci. Moi, je dis, moi j'ai mal au dos, mais je sais pas cette pose-là pour dormir, hein. Ah, il y a des choses Particulier. qui sont drôles en histoire. Alors, peut-être revenir juste sur la petite photo d'avant. Tu voulais peut-être nous dire un truc à ce sujet? Oui, vite fait. Bah, en fait, ça, Ouais. c'est une maison. C'est une des rares maisons médiévales qui reste à Amboise. Que du fait de la proximité avec la ligne de démarcation, forcément, on a eu des bombardements et des attaques à la fois des Allemands, mais aussi des Alliés. Il y a pas pareil. Dans une guerre, il n'y a pas forcément toujours sur le terrain des gentils et des méchants. Il y a juste des gens qui se tapent dessus. Et c'est ce qu'on appelle la maison des pages. Parce que visiblement, c'était les pages du roi Charles VII qui auraient vécu dans cette maison-là. Charles Bon, VII, hein, après, donc 15e siècle, là. Les amis, c'est tout à notre fait. période. Pareil, très, très jolie maison sur le coteau qui fait face à la Loire. Un coin qui est assez sympa. Ok. Ok, bon bah du coup, je pense qu'on a fait le tour des photos que tu voulais m'envoyer. Ah oui. Posez vos questions. J'aime bien la maison. Ah, moi aussi j'aime bien, je prends, hein, je valide, hein, un petit baie là, comme ça. Bref. Et t'as plein de modillons, t'as plein de très jolis culs de lampe. Il y a
Une petite Énormément de fenêtre à décors meneaux, sculptés là. dans la pierre de taille à l'extérieur. Ça on prend, hein. Et Alors, qu'une partie trop glow. et oui, là, on voit. Et puis même derrière la maison, en fait. Oh là là là. Derrière, et la partie au-dessus est à moitié trop glow. On voit qu'en fait, il y a juste la façade, et après, tout est à l'intérieur de la pierre. Trop bien. On prend, on veut ça, hein, on veut. Alors, revoilà un peu sur la slide de départ. Euh, J'aime bien la maison jolie en effet, oui, effectivement. Alors, pour la dernière partie, donc allez-y, hein, posez vos questions comme d'habitude. Si vous avez gardé des questions, faites-le. À boire, effectivement, merci. Tu peux boire, parce qu'on blablate, on parle. Euh, on va passer à la partie reconstite. La partie Compiègne, très chers amis, puisque nous sommes nombreux ici, Oui. compris dans le chat, à avoir été à Compiègne. Et en attendant que tu boives et que tu déballes, moi j'ai également diverses choses à vous montrer que je n'ai pas emporté mais que j'ai en photo. Je me permets de faire un petit rappel que si jamais vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch puisque ça nous encourage et ça nous fait super plaisir. Et surtout à partir de 100, on est à 98 maintenant. euh, et ben on fait, il y a toute une série de lives surprises qui vont être faits. Donc voilà, donc si jamais ça, puis moi ça m'encourage, c'est génial, parce que ça fait bientôt 1 an d'ailleurs pour la chaîne. Donc voilà, j'ai fait mon petit truc, voilà, voilà. Et puis n'hésitez pas bien sûr à follow sur les réseaux, notamment visiter l'histoire sur Instagram, notamment, puisque partage plein de trucs, notamment son bouclier. Nous sommes toujours très curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer. Moi je veux savoir la suite du bouclier, hein, quelles armoiries il y aura à la fin. Le bouclier, il faut obligatoirement que je le finisse demain parce Ah, voilà. que samedi, on est sur une journée Téléthon avec la troupe. Ah bah voilà, donc il faut follow en fait, il faut follow là ce soir Enola visiter l'histoire parce que les stories ça dure 24 heures donc voilà, hein, si vous voulez être curieux, faut savoir, hein. Tu as follow, c'est fait, génial, merci Enola, ça fait super C'est plaisir. gentil, merci. Du coup on passe à Compiègne. Alors est-ce que tu veux montrer 2-3 trucs? Oui. Alors j'ai la slide, je vais te pouvoir montrer, voilà, maintenant bon, la qualité est On pas parlait des, folle mais vas-y. on parlait des gants tout à l'heure. Du coup, j'ai racheté effectivement une paire de gants qui est un peu plus, qui est renforcée sur le dessus. C'est pas gants bisonnés, c'est pas non plus trop épais, mais je suis un petit peu plus protégée parce que je sais pas si toi ça t'est arrivé ou s'il y a des gens dans le chat qui ont eu l'occasion de recevoir un coup d'épée sur les doigts. Les nerfs, ils aiment pas trop. Si, mais on a des gantelets en acier donc tout va bien. Ah, c'est pas ça, moi. Allez, désolé, 15e, hein, on les a les gantelets hein, maintenant. Je vais peut-être faire du 15e. Non, ça coûte cher. Oui, ça Euh, c'est vrai. Mais voilà, non, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai contacté, c'est un revendeur et fabricant. Ils sont fabricants aussi italiens, parce qu'une fille de la troupe s'était acheté une paire de gants chez eux et je les trouvais vraiment bien. Donc, moi qui ai des petites mains, je leur ai demandé de me mettre de côté ce qui correspondait à ma taille. Ah, c'est génial. Un enfer hein, pour moi les gants. Oui. Donc ils avaient pile ce qu'il fallait, donc ouais, j'ai sauté dessus. Eh ben, note à tous Après, ceux toute la journée, qui. Ouais, vas-y. s'il y a des gens du chat qui étaient à Compiègne le samedi, si vous avez vu quelqu'un avec un chapeau de paille et des gants qui passait sa journée à faire ça, c'était moi. Eh ben, note à tous ceux qui veulent un jour acheter des gants, alors que ce soit des gantelets, mais même des gants, hein. Euh, bon, maintenant, pour les gants de ski, bon, voilà. Mais quand vous voulez acheter des vrais gants bien foutus, assurez-vous d'avoir la bonne paire et essayez-en des dizaines s'il le faut. Moi-même, quand j'ai acheté mes gantelets, j'en ai essayé au moins, je sais pas, une dizaine, une quinzaine avant de tomber sur les bons. Parce que bah, c'est quand même très important d'avoir des bons gants. Pour le médiéval, évidemment, puisque bah, s'il n'est pas votre taille, c'est difficile de manier. Et puis en plus, il ne vous protège pas bien. Mais de manière générale, c'est quand même beaucoup plus confortable et mieux pour la mobilité, etc. D'avoir des gants bien ajustés tout de même. Ouais, d'avoir du matériel à sa taille, déjà, c'est beaucoup plus confortable. On limite les accidents. Et on n'a pas à réajuster tout le temps. Ok, Pas de questions à se poser, on met, ça va, c'est bon. voilà. Est-ce que t'as autre chose à nous montrer? Le chapeau.
Le chapeau, oui. Le fameux chapeau. Ah bah, le chapeau pour les étés. Ah bah clairement. Parce que là, cet été, on a fait beaucoup de fêtes où en plus on était à Angle-sur-Anglin, pas très loin d'ici. En fait, on est dans la forteresse et le soleil pète sur tous les murs autour. Et à la fin du week-end, on avait tous les yeux éclatés. Ah oui, Donc c'était un indispensable que je indispensable, oui. revienne avec un chapeau. Ah oui. Surtout que en général, les prestations en extérieur, elles sont à partir de la période, on va dire fin du printemps, début été. Donc forcément à la période où il fait chaud, où il y a du soleil qui tape. Faut quand même aussi être bien protégé. Ouais, c'est clair. Moi aussi, j'ai acheté un chapeau de paille il y a maintenant 1 ou 2 ans, mais j'ai pas eu vraiment l'occasion de l'utiliser parce que j'étais sous les temps. Enfin bref, on s'en passe. Enfin si, je l'ai même utilisé, je l'ai prêté à des gens qui en avaient plus besoin, quoi. Alors non, ça c'était l'an dernier. Du coup, Le bouclier, j'ai acheté une paire de braies. la paire de brais avant. Parce que je fonctionnais avec les braies, avec un montage qui se faisait à partir en fait d'un rectangle de tissu. J'avais trouvé ça sur le blog d'une troupe médiévale qui fait du XIIIe siècle. Ils avaient du coup leur partie expérimentale qui testait le truc et je trouvais ça pratique. Sauf que pour aller aux toilettes, Ah ouais. c'est pas pratique. Quand on a un garçon, ça va parce qu'on retire l'avant comme sur une braguette Oui, oui. de chausses en fait. Et non, moi je peux pas faire ce genre de choses. Donc Ouais, en non. fait je suis partie sur une forme plus classique de forme short. Ok. I can Voilà, see. tout simple. Mais ouais, le boc là, j'avais acheté ça l'an dernier Ah bah à oui, Compiègne. la famoso. À mon, ouais, à mon premier Compiègne. C'est la première année que Rêve d'Acier en avait. Ça a aussi D'accord. été la dernière fois. Ah d'accord. Qu'ils en ont plus refait, ils en ont plus sur leur site. J'avais tout de suite réservé. J'en voulais un pour travailler le I33. Le I33. Eh oui, le i33, hein, on en parlera ou on en a parlé. Vas-y, vas-y, Et continue, ouais, je pense que je c'est. l'ai là. Après, si ça vous intéresse aussi dans le chat, le i33, il est accessible, il est en Creative Commons, il est sur Wikimedia. Voilà, Et ouais, il me le faut aussi avec. Ouais. voilà. Ouais, ouais. Parce qu'on appelle ça le i33, mais en fait, ça porte un nom qui est super. J'ai eu pour mon anniversaire, un truc comme ça. Donc voilà, on a la traduction là, c'est Liber de Arte Dimicatoria. Voilà. Ok, chanté. Voilà, donc Ah, j'ai acheté un truc aussi trop bien parce que. Alors, il faut se protéger quand il fait chaud et qu'il y a du soleil, mais il faut aussi se protéger quand il fait froid. C'est un indispensable. eh oui. Couverture en laine. Ah, la couverture en laine. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre nous qui ont acheté des. Enfin, je sais qu'il y en a qui ont acheté des couvertures en laine cette année. Ouais. Elle est super. Moi-même, Franchement. ici, je l'ai pas acheté cette année, mais regardez ce que j'ai comme dossier. Oh! Un carré de laine un peu rouille que j'utilise en couverture, en matelas, mais aussi pour la reconstitution grecque en tant que chlamyde. On en parlera une autre Ah fois. ouais, super. Qu'est-ce que j'ai. Ah! Un truc que je voulais absolument aussi. Mais je pense que je vais pas trop le sortir pour pas trop me faire engueuler. Ah, un Point, soin de point. soin. Le fameux soin. Ah, j'en ai essayé plein. Ah bah, et t'y arrives parce que moi j'arrive pas à faire le bruit, hein. Ouais, j'y arrive. En fait, alors j'y arrive que sur ceux-là, j'arrive pas sur les cornes de vache. Parce qu'en fait, celui-ci a la partie au faible de la corne, donc c'est du buffle. Au niveau du faible de la corne, c'est beaucoup plus épais. En fait, la corne est très épaisse à cet endroit-là. Et du coup, au milieu, c'est juste un tout petit trou. Un trou qui doit faire 5-6 mm de diamètre. Donc c'est très petit, ça permet de concentrer le souffle. Ok. En plus, déjà, ça évite de devoir vraiment souffler comme dans une corne de vache où là, t'as vraiment quand même un espace qui est. Ouais, t'as au moins quasiment 2-3 cm d'ouverture.
Nous, on veut Là, une non. démonstration, hein, je te préviens. Ah bah, j'habite en appartement, ça va pas être possible. C'est pas vrai, ça. Pas même Ça un va pas petit. être possible. Tout. Dans le micro, ça risque d'être un peu agressif. D'accord, dommage. Non, Ah bah alors, tu nous parce- mettras une démonstration dans une story sur Instagram. Ouais, je pense que je le ferai samedi. Génial. Bon, Je bah vais faire voilà, raison de je plus vais pour faire tout le poète monde d'aller samedi. follow sur Insta. C'est gentil. Qu'est-ce que j'ai... Après, j'ai acheté des trucs pour le bouclier, mais du coup, je les ai coupés. Bah, Je tu m'en peux suis servi, peut-être mais montrer le boubou, où il en est, sauf ouais, si ça spoil. le boubou. Alors, bah, je vais aller le chercher. Et ouais, j'avais acheté des sangles, j'avais acheté des trucs de quoi coudre. Je vais chercher ça. Ok, je vais meubler en attendant, t'inquiète. Alors, moi je vous dis, j'avais vu la question de Enola sur les vêtements, sur les braies amples. Effectivement, en fait, déjà c'est une question qu'on se pose tous en reconstitution, bien sûr. C'est de savoir Alors, la différence entre la représentation et la vérité historique. C'est-à-dire que sur la plupart des, euh, des enluminures, etc., notamment pour tout ce qui est tissu, la mode de représentation est au pli et à l'amplitude. Et sur énormément de sources 13e, en fait, on a du haut, hein, notamment sur le haut, des tuniques très ajustées, et sur le bas, beaucoup plus de plis. Et donc, ça, c'est ce qui est représenté. Maintenant, bien sûr, il faut toujours savoir que la reconstitution, c'est toujours que l'interprétation. Et même si les plus grands reconstituteurs font ça, effectivement, eux aussi le disent, effectivement, c'est une interprétation. C'est quand même la plus plausible hein, à l'heure actuelle. Mais en soi, on a pour le tissu, on n'a pas énormément de sources archéologiques et on a beaucoup de représentations. Donc on se base énormément sur les reconstitutions, enfin sur les images. Et donc la question portée là sur les braies, effectivement le modèle que tu as fait large et notamment on sait, on pense, grâce aux représentations qu'on a, que les braies étaient larges et qu'en fait elles se resserraient bah, comme tu l'as vu et comme tu l'as deviné par un cordon. avec euh, le brailleul qui est au milieu, là, voilà. qui Bon, est je sais pas là. si tu vois, mais voilà, il y a des petits cordons là, on les voit. Voilà. Et alors on en parlera peut-être sur la chaîne si tu veux, un de ces quatre. Sinon, peut-être que certains amis dans le chat peuvent t'envoyer une référence aisément, une illustration. Mais effectivement, hein, sur beaucoup j'allais dire illumination d'enluminure, on voit. En anglais, on dit comme ça. Et c'est pour ça en fait, c'est parce que tu as énormément d'enluminure où voilà, les braies sont représentées très très amples. Voilà. Comme la plupart des sous-vêtements de C'est manière générale d'ailleurs. c'est pour ça qu'il y a aussi des théories, bah, justement, par rapport à ce rectangle de tissu, parce qu'en fait, bah, c'est un vêtement de base. Et est-ce que vraiment, pour un sous-vêtement qui sert bah, à la fois, oui, effectivement, de sous-vêtement, mais aussi bah, de vêtement de travail, qui peut être utilisé par toutes les strates de la population et des fois même des générations différentes, est-ce que vraiment on s'embêterait à faire des coutures? Notamment bah, pour les gens qui vont travailler dans les champs. Mm, Est-ce que ce tissu il peut pas servir à différentes choses? Donc est-ce qu'on ne garderait pas qu'un rectangle de tissu? Et ça doit être différent bah, en fonction du lieu, en fonction de l'usage, en fonction de la catégorie toujours. sociale, en fonction de la période. Pff, Voilà. Mais donc cette il peut être nouvelle en chanvre, il peut être en interprétation, ortie. ouais, c'est une interprétation que tu présentais sur la chaîne, enfin pardon, sur ta chaîne, sur ton compte Instagram. Je vous encourage, tous ceux qui sont là, à aller voir cette potentielle interprétation que je connaissais pas du tout et qui est en fait celle de braies composées simplement à partir d'un rectangle de tissu. Voilà. Je pense que je ferai une petite vidéo pour présenter ça, parce que expliquer comme ça, c'est pas très compréhensible. Et une fois qu'on le voit, on se dit bah ouais, en fait, ça correspond bah, aux sculptures, ça correspond aux peintures, ça correspond à ce qu'on peut voir. Et ça pourrait bah, donner des idées et des hypothèses sur pourquoi, dans la représentation, ça a telle forme, alors que si on fait des braies en forme de short, on retrouve pas ce truc-là et on est obligé de tricher en faisant des formes qui n'ont pas forcément de sens. Mais c'est une interprétation qui est intéressante. Je pense pas qu'elle obstrue celle qui dit qu'on peut avoir des braies en forme de T ou en forme de Y ou en forme de short. Je pense pas que ça les obstrue parce que dans la mesure où on n'a plus de pièces historiques, ça peut pas aller contre. Sûr. Alors le boubou? Le boubou. Le boubou. Le boubou. Ah Ah, oui.
Ah oui, regardez le bobo. Oh, regardez. Ah, le bobo, il est grand. Ah, c'est le bobo. Est-ce qu'on voit le bobo? On Ah va oui, voir on le le bobo voit, comme mais ça. on te voit plus toi, mais on voit le bobo. Ah, alors attends, parce que là, c'est la partie extérieure, donc pour l'instant qui est peinte en rouge, avec du coup le rewind qui est cousu tout autour. Pour ceux qui connaissent pas, le rewind, c'est cette espèce de cuir de basse qualité qu'on retrouve notamment pour tout ce qui est euh, friandises à mâcher pour les chiens. Et on peut en trouver aussi en rouleau beaucoup plus grand qu'il faut aussi réhumidifier. Ça évite d'avoir plein de petits morceaux comme ce que j'ai. Du coup, Waouh. Et qu'il est pas joli ce boubou. Vous trouvez pas les gens s'il est pas joli? Il pète le feu. C'est le cas de le dire, en plus jaune et rouge. ouais, c'est jaune et rouge. Parce que j'étais quand même un peu mal partie sur ma première tenue. Et en fait, ah, le Moyen Âge, déjà ça porte pas un nom que Hmm. représente ce que c'est réellement comme période, mais c'est hyper lumineux, c'est énormément d'utilisation de couleurs, de textures. Voilà. Donc je suis partie sur des couleurs qui pètent. Et au niveau du précédent bouclier que j'avais, donc les sangles, donc ici, la grande, celle qui va derrière, qui me permet de porter le bouclier avec mon dos, s'appelle une guiche, Hein. comme une quiche avec un G. Et Ça, c'est ça, un peu le conte de Guiche, quoi. Un peu le conte de Quiche. Gros nul. ouais. Tu comptes des guiches. Et là, du coup, les énarmes. Et en fait, sur beaucoup de boucliers 12, même 11e, 12e, donc période tapisserie de Bayeux, et puis 12e, la période que moi je fais, en fait, on a à la fois des énarmes à la poignée, et aussi au niveau du coude, Mhm. un petit peu plus bas ici. Ce qui en fait empêche un maniement du bouclier à la fois défensif à l'avant, mais aussi défensif à l'arrière. Et du coup, en recherchant des infos sur l'usage et le montage des sangles sur un bouclier, notamment en fait, au début, je cherchais surtout des infos sur la taille. Je devais avoir un bouclier. Moi, je suis pas très grande, et tout ce que je trouve, forcément, est adapté à des gens qui sont plus grands que moi. C'est pour ça que j'ai des petites mains. Et en même temps, j'ai fait des recherches, et je suis à nouveau tombée sur le site de la troupe de Gueule et d'Argent, donc qui fait vraiment, en fait, ma période, qui fait fin 12e, début 13. Et ils ont un article super détaillé sur la position et l'utilisation des sangles d'un bouclier au XIIe siècle. C'est fou, hein. Ah, tiens, prends. C'est trop bien. Et c'est vraiment très intéressant parce que du coup, ils ont même des vidéos explicatives parce que ce montage-là permet à la fois donc de tenir le bouclier de manière défensive, donc avec les énarmes qu'on tient, enfin l'énarme qu'on tient à ce niveau-là, Mhm. la boucle, la guiche qui passe derrière, Ouais. et en fait d'un simple coup d'épaule, il me suffit de lâcher ici, je passe le bouclier à l'arrière et je peux par exemple manier ma lance à deux mains. Un simple coup d'épaule, je fais revenir le bouclier à l'avant et je suis en position défensive avec la lance dans une main et le bouclier dans l'autre. Mhm. Donc Ok. un bouclier qui est plutôt léger et maniable, en fait, malgré sa taille qui peut paraître un petit peu imposante, il fait 1 mètre 5 de hauteur, je crois. Oh, moi, c'est ce qu'il faut, hein. Bah, Sur 60 de large, sachant qu'il est quand même cintré. Voilà le boubou, donc il y a des procédés historiques et d'autres un petit peu moins. Parce que comme je travaille plus en menuiserie, j'aurais bien aimé faire un montage en latte de bois. Vraiment. ah oui. Parce qu'il y a un calcul d'angle qui est intéressant à faire. Et la méthode est pas très compliquée en plus pour trouver l'angle. Mais après, pour faire les angles, j'ai pas envie de faire ça à la main. Donc je préfère faire ça sur une machine, donc avec une dégauchisseuse ou avec une scie sous table. J'aurais bien aimé, si j'avais poursuivi en menuiserie, je me serais fabriqué un bouclier de manière artisanale avec la colle d'os, avec Ah les ouais, ça lattes. fait plaisir, ça. Et là, franchement, là, c'est. Ah bah Là, oui. non, c'est du contreplaqué en peuplier qui est en dessous. Bon. Bon. Mais
Ouais, Le vas-y. montage est historique. Après, Ça, c'est chouette. c'est là Euh, aussi que, tu vois, tu as la frontière entre la démarche de et oui. reconstitution expérimentale et la démarche de reconstitution qui veut un rendu qui soit illustre, en fait, les sources. Un bouclier, c'est rigide ou ça peut plier. Ou ça peut plier, purée, Ah, tu me l'as écrit en un seul mot. T'es trop drôle, Pali. Je pense que celui-là ne peut pas plier, non? non, parce que justement, en fait, il est déjà cintré. Eh oui. Donc, l'objectif, c'est de dévier le coup. En même temps, en fait, de toute façon, le bouclier reste du consommable. Donc, à un moment, ça pète. C'est fait Eh oui. pour. Eh oui. Aussi, ça fait un peu chier parce que des fois, ça coûte un peu cher. Oui. Mais c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, je le fabrique moi. Et puis, en fait, je m'y retrouve. Vraiment, j'ai fait ça dans mon salon, hein, donc Oui, on a vu pas très compliqué. J'ai mis les planches dans ma douche, après j'ai mis ça sur des tréteaux avec des caisses à outils dessus pour commencer à plier le bois. Après avec des tasseaux et des sangles pour avoir le galbe que je voulais, pour pouvoir ensuite coller Oups. ensemble. Ouais. Ah, c'est pas Euh, conventionnel. T'as Enola qui demande combien de temps il faut pour fabriquer un bouclier comme celui-là. Bon, je pense qu'en moins d'une semaine, c'est bouclé, hein. Largement, je pense que même en 2-3 jours. Après, c'est juste que forcément, comme j'ai pas les outils, que j'ai pas l'espace pour, normalement, si ça avait été avec ça aurait même été plus rapide avec des lattes en bois en fait, parce que forcément les plaques, il faut les couper à la bonne taille. Après, faut les passer à l'étuve ou à la douche. Pouvoir ensuite les cintrer, attendre que ça sèche. Donc en fonction de la période, il faut 3 jours ou il faut une semaine. Ensuite, il faut l'encollage. Il faut les cintrer pour l'encollage. Il faut attendre que ça sèche. Couper. Puis après, il faut coller les différentes couches de lin, etc. Mais Ouais. en vrai, c'est pas si long que ça, mais c'est vraiment la préparation au début qui est longue. Ok. Bon, je vois que en plus on a des comiques dans le chat qui rejoignent un peu. J'avoue. Ça fait plaisir de voir des gens qui font le même humour que tous les autres gens qui viennent régulièrement. Là, on a donc dans moins d'une semaine, hein, nous dit Arken Blood, c'est bouclier. Là, vous pouvez mettre le padoum si vous le trouvez dans les sons, mais voilà, ici on a les. Quand même Palicraft, Anishka et le Hobbit Curieux, et puis Bla aussi, vous avez de la concurrence là, hein, niveau blague. Attention, hein. Bon, Attends, j'ai sorti, j'ai prévu aussi sur mon compte Insta, c'est pour ça, bon, mon compte Insta me sert aussi un peu à faire. Je parle aussi un peu de mon activité, mais je diverge aussi sur d'autres trucs autour de mon activité. Mais j'aime bien les blagues nulles aussi. J'adore les jeux de mots. En fait, j'ai trouvé plein de photos avec la troupe. En fait, ça peut être. On peut dévier sur des quantités folles d'expressions. Et j'ai commencé à faire une petite série et je pense que je vais en sortir pas mal. oh là J'en ai là. une bonne douzaine de comme ça. Ok, ok. Et pareil, même niveau d'humour. Même niveau. Bon. Là, génial. Bon, on attend que ça. Moi, je vois l'heure passer et c'est terrible de se dire que le temps est passé si vite Vas-y, euh, super vite. parce que bah, il est 21h10. Donc, on va arrêter là. Cela étant, j'ai encore quelques trucs à vous dire. Alors, quelques trucs à vous dire. Moi, du coup, mes achats de Compiègne, je vous les montrerai lundi. Avec notamment le unboxing de Noël, hein, puisque on a reçu un cadeau de Noël pour une nouvelle déco qui va derrière, donc on l'ouvrira lundi de 19h30 à 21h. Je vous présenterai euh, les, euh, les achats de Compiègne et on reparlera peut-être un peu du matériel de reconstite. Et ensuite, on retournera casser de la machine ensemble sur Horizon, donc, qui est un jeu, voilà, un jeu PC gaming, qui se passe dans une dystopie, etc. Et donc, je vous rappelle justement pour les nouveaux et les nouvelles qui sont là sur la chaîne en fait vise à présenter et proposer un contenu qui sert d'inspiration à la création d'univers. Par exemple, vous avez un roman euh, comme, je sais pas moi, Le Seigneur des Anneaux. Et en fait, on va regarder.
on va décortiquer un peu le Seigneur des Anneaux pour voir où est-ce qu'il a pris ses inspirations pour créer tel truc, tel truc, tel truc. Donc on marche dans les deux sens. Donc ça, c'est ce qu'on fait justement sur Horizon, c'est-à-dire qu'on prend Horizon et on dit, voilà, là, regardez, potentiellement, ça s'est inspiré de tel truc, telle référence historique, telle référence littéraire, etc., etc. Donc on fait ça dans ce sens-là, mais on fait aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on invite des gens, notamment justement comme Noémie ou comme d'autres historiens et historiennes, etc., d'autres invités, qui eux vont nous fournir le contenu pour construire des univers. Voilà. Donc c'est ça, ça le concept. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à revenir, à follow justement pour avoir la notif, etc. Euh, voilà, c'était un peu tout. J'ai découvert désormais comment on fait un raid. Donc j'aimerais bien tenter ce soir avec vous, puisque j'ai un ami qui est en train de faire un live actuellement. C'est celui qui gère la chaîne Twitch de Entrée en lice. Donc je vais essayer de raid Entrée en lice, on va voir si ça passe ou pas. Et voilà. Et si ça passe, bah écoutez, tant mieux. Et puis si jamais ça passe pas, non, si jamais ça passe, vous lui mettez plein de pommes dans le chat. Voilà, ça sera rigolo. Ah, pas histoire appliquée? Non, histoire appliquée, s'il est en live là, mais je le connais pas assez pour faire ça. Voilà. Je connais mieux Entrée en lice. Ouais, Voilà. il doit être en live, il était en sortie sur le bateau Ouais, ouais, on a vu ça, Viking hein, t'as vu sur la ça Seine, aussi, là. ouais. Ouais. Ah, là, il est en Ah, j'ai live, vu ça. j'ai vu, il a 800 personnes qui regardent son live. Probablement, il est en train de parler du Drakkar. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Et là, faut que je mette le nom de la chaîne. Comme ça. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, du coup, très chers amis, normalement, je sais pas s'il y a 30 secondes ou quoi. Alors, nous, ce qu'on fait, du coup, Noémie, c'est que bah, quand ça va partir, tu te remutes et puis après, on se retrouve quelques minutes après pour faire le débrief. Ça marche. Ok. Ok. À tout le monde qui te souhaite des bisous, je vois ça. Ah, merci à vous pour vos questions. En tout cas, c'était super intéressant aussi de pouvoir répondre à tout ça pour aussi rendre un petit peu plus les choses accessibles. Parce que quand on est un peu enfermé dans ces domaines, on cherche à faire des choses aussi très précises et des fois pas forcément accessibles. Donc c'est pas mal aussi de faire ce genre de petits exercices avec des gens qui connaissent pas forcément et ça permet pas de se remettre en question, mais de rendre ça un peu plus simple et de se dire, en fait, c'est juste ça et c'est pas un sujet qui est vraiment réservé à des gens en particulier, mais tout le monde peut avoir accès à ça. Ah, c'est génial. Bon, bah, je suis content que tu aies ressenti ça. Et donc tout le monde là, merci Noémie. Force à toi pour visiter l'histoire. Le logo est top. Merci du partage. T'as une voix super douce, ça fait ASMR. Tout le monde qui te dit Parce que je merci, suis c'est un peu génial. rouillée, C'est un peu génial. enrouée. Bon, bah écoutez, merci C'est tout le gentil. monde. Merci d'être venu, c'était chouette. On se donne rendez-vous lundi. Je vous fais plein de bisous. Et alors là, c'est le moment où je sais pas si ça prend du temps pour faire le raid ou pas. Donc je vais vous dire la phrase de fin. Et ça se trouve, on va rester 30 secondes de plus. Mais voilà. Mais donc, surtout, n'oubliez pas que le savoir, ça se partage. Voilà. Et là, c'est parti. Donc vous pouvez lancer le raid. Attends, c'est quoi? Attention. Là, c'est parti. Lancez le raid maintenant. Let's go! Et voilà, nous avons raid. Voilà. Bon, bah, pour ceux qui ont réussi. C'est rigolo ça. Ah, on a réussi à raid, c'est trop cool. Bon, bref, du coup, je te dis à plus. Et on se Hop, revoit dans quelques minutes. ça marche. Bonne soirée. Salut.